Ok. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je viens parler vraiment d'un retour d'expérience personnelle, hein. Comment, dans la boîte que j'ai créée chez Toucan, on a adapté, volé, voilà, on aime bien le terme voler, les méthodologies agiles de l'équipe de développement et comment on l'a répliqué sur l'ensemble des pôles, des différents pôles d'organisation qu'on a chez nous, avec à la clé une vraie boost de productivité, des vraiment gains d'alignement dans les équipes sur les manières de bosser. Et pas garder, je dirais, une équipe dev privilégiée toujours en avance sur comment elle fonctionne, comment elle doit mieux fonctionner et comment finalement elle se rend plus productive et pouvoir le déployer sur d'autres pôles comme le marketing, comme le design, comme la gestion client, comme les ventes, quoi. Donc, alors, n'hésitez pas, peut-être, en plus on est un petit comité, à poser des questions, à interrompre au milieu. Il y aura un Q&A, enfin je ferai un Q&A à la fin. Parce que j'aime bien interagir, je dirais, en direct. Et ouais, je suis pas là en mode je vous dis toute la vérité, rien que la vérité. Non, c'est challenger ce que je peux dire. S'il y en a qui ont des expériences par rapport à ce dont je vais pouvoir parler, bah, on pourra même en parler ensemble. Donc ça sera plutôt intéressant, quoi. Donc le principe, hein, je te répète, c'est comment on arrive à porter toute une série de rituels, toute une série de modes d'organisation qui étaient vraiment issus au début et privilégiés sur notre équipe de développement et comment on l'a porté aux autres équipes. La bonne question déjà au début, c'est pourquoi on l'a fait. De manière très claire, hein. C'est enjeu de productivité, enjeu de sérénité. Voilà, parce que les équipes qui ne savaient pas où est-ce qu'elles allaient, quels étaient leurs objectifs, comment se prévenir des interruptions, comment, je dirais, mieux bosser, c'est vraiment le fondement de pourquoi on a cherché à appliquer quelque chose qui marchait bien. Excuse-moi? Ah, ok. Ah, ok, mince, désolé. Donc, comment on arrive à porter là-dessus? Et au début, nous, c'était vraiment l'équipe de développement parce que les gens qui sont dans l'équipe de développement ont vraiment été formés sur, je dirais, le gros mot des méthodes agiles, mais après, il y a plein de sous-écoles, hein, entre les méthodologies Scrum, le Kanban, l'expert programming. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces concepts-là qui ont vraiment été développés sur comment on arrive à revoir le monde du dev pour pas avoir des cycles en V, des cycles de release de 2 ans. Qui est développeur dans la salle ou qui est rattaché au monde du développement? Ok, donc là, un petit tiers, donc c'est pas mal. Donc, en fait, le monde du dev a énormément évolué sur la méthodologie, l'organisation, je dirais des années 2000, avec le début des concepts d'agilité, avec des vrais manifestos. Pourquoi? Parce que en fait, les gens se sont rendus compte que créer un software, c'était pas comme construire une maison. Et donc, on ne voulait pas avoir des cycles de 2 ans où tout était figé, où il fallait dessiner les plans, la plomberie de tout et avoir des cahiers des charges qui faisaient des kilomètres pour pouvoir à la fin implémenter et créer des effets tunnels, des déceptions et du coup des coûts cachés derrière. Mais comment on arrive à apporter du coup de la flexibilité, de la souplesse et surtout de l'alignement entre les différentes parties prenantes. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment au début, qu'est-ce qui a poussé les équipes de dev à se réorganiser et à penser qu'est-ce qui était le bon mode d'organisation, parce que software is eating the world, comme le disent certains. Et donc c'est ce qui a justifié que les gens accordent du temps, accordent du temps dessus. Donc, pour remettre un peu dans le perspective de l'intervention, moi, je vais essayer de vous décrire pas mal de recettes, de choses que l'on fait. Encore une fois, tout n'est pas à prendre en bloc. Les choses sont à challenger en fonction de vous. Mais c'est des choses qui marchent très bien chez nous. Et c'est aussi quand même dans la globalité de tout ça où il y a une cohérence en fait, avec une philosophie qui est très tournée autour de l'autonomie alignée. C'est-à-dire comment on donne de l'autonomie aux gens dans les équipes tout en leur donnant un cadre clair sur où est-ce qu'on veut aller. Voilà. Donc, première partie, je dirais, sur les méthodologies agiles, ce qui est la partie
que j'ai déjà parlé, c'est voilà, on l'a copié, on l'a répliqué, on l'a abstrait pour le mettre après sur d'autres équipes, pour dire voilà, great artist copy, good artist copy, great artist style. Donc ce qu'on a porté pour les équipes marketing, client success, donc suivi projet ou sales, c'est vraiment un mode d'orga où maintenant tout le monde chez nous, les différents pôles travaillent de la même manière. Et donc cette influence-là, elle vient vraiment du monde des développeurs. C'est vraiment eux qui avaient toujours et qui ont toujours, je dirais, une longueur d'avance sur comment à chaque instant, on doit aussi lever la tête et se dire, ok, est-ce que là, on est sur le bon mode d'organisation, ce que je décrirais là-bas, parce que notamment quand les équipes grossissent, et ben, plus vous augmentez le nombre de personnes, et encore une fois, je fais un petit, j'anticipe sur ce que je vais dire après, mais plus vous créez de la complexité. Donc comment, à certains moments, hop, vous levez la tête et vous dites, ok, là, j'ai atteint les limites de mon mode d'organisation actuel et je vais devoir remettre en place de nouvelles choses pour continuer à travailler avec une certaine agilité, avec une bonne communication et une bonne productivité. Voilà. Donc, voilà, on va continuer. Les méthodes agiles, qu'est-ce qu'on peut faire sur des choses très court terme. Donc, ce que j'explique, ce que vous n'avez peut-être pas vu tout à l'heure, c'est que les 3 chapitres qui sont faits, c'est qu'est-ce qu'on peut faire des choses très court terme, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à moyen terme et ce qu'on doit faire à long terme. Donc, court terme, quelles sont les choses qui marchent bien avant déjà de parler sur les rituels et les choses à mettre en place, c'est le principe de l'agilité, c'est comme, en tout cas nous, tel qu'on l'a formalisé chez nous, c'est-à-dire toujours tout penser en mode itératif. C'est plutôt d'avoir un objectif global indécoupable, c'est de toujours se dire, ok, mon problème, il est complexe. Même si c'est quelque chose qui paraît très simple. Genre, ah, mais t'as qu'à faire ça. Non, chaque chose, finalement, n'est jamais aussi simple que de dire une phrase à l'oral. Donc, comment on met un mindset où on pense tout en découpage, tout en itératif, tout en sprint, avec le concept de, ok, ça, c'est la V0. Quand vous venez chez nous, je pense 90% des gens, 95% des gens, ils vont vous dire au début, ça c'est une V0, j'attends ton retour. Parce qu'on pousse vers la prise de feedback. On pousse vers ne pas travailler sur une chambre close, mais dire, ok, je pense vouloir faire quelque chose parce que j'essaie de comprendre quel était le besoin derrière, mais j'ai pas la vérité vraie en moi tout seul. Et c'est qu'en allant le confronter à d'autres personnes, mes interlocuteurs en interne, ou à mes clients, ou à mes utilisateurs, que je vais pouvoir savoir si je suis dans la bonne direction. Donc plutôt de partir bille en tête vers quelque chose où on est convaincu que c'est là où on doit aller, c'est de se dire, ok, je sais que je vais avoir un path to victory. Ça, c'est aussi un concept que j'aime bien, c'est de se dire, path to victory, c'est un chemin qui mène à la victoire. J'ai un goal que j'ai défini et comment je vais arriver à me dire, ok, pour y arriver, quelles vont être les étapes clés sur lesquelles je vais devoir passer. Ce qui vous force à vous poser, ce qui vous force à se dire, ok, je peux prendre un exemple pour le marketing, j'en discuterai après, c'est je veux pouvoir générer 5000 vues sur un article. Ouais, ça, c'est un objectif marketing, c'est une tâche. Mais derrière, c'est-à-dire quel contenu je dois faire, comment je le diffuse, comment j'engage les gens, comment j'arrive peut-être à un seul contenu en faire 3, parce que je vais faire un slide share, un blog post, un post sur LinkedIn. Tout ça ce sont des éléments du découpage qu'après vous pouvez même redécouper sur le contenu, c'est trouver un sujet. Une fois que c'est trouvé un sujet, c'est trouver un rédacteur, trouver un média, etc. Donc c'est d'une tâche qui paraît simple, qui paraît allez, c'est bon, ça va être fait, il y aura bien quelqu'un qui va le faire. C'est toujours chercher à redécouper, ce qui permettra encore une fois, de mesurer l'état d'avancement sur le path to victory et surtout de savoir si le endgame, donc le but que l'on s'est fixé, il est réaliste et avoir une notion de timing. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à interrompre ou à poser des questions par rapport à là-dessus. Donc le principe du découpage, il est pour moi structurant dans la manière de penser. C'est chaque chose se doit d'être réfléchi. Et alors, je ne veux pas que vous pensiez que je veux créer de la complexité dans chacune des micro-décisions qu'on prend ou chacune des micro-actions que l'on fait. Mais chaque tâche qui nécessite, je dirais, plus d'une demi-journée, nécessite au moins de se poser ne serait-ce que 30 secondes ou 10 secondes pour dire ok, voilà la checklist des choses que je veux faire. Parce que si vous n'êtes pas clair sur votre plan d'action, vous ne serez pas clair
pour définir, et ce qui est clé dans les méthodes agiles, le done. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est fait? Voilà. Et ça, c'est vrai que je ne l'avais pas formalisé comme ça, mais ce que je le répète souvent, mais là, voilà, à chaud, je le formalise comme ça. C'est le concept de une tâche est terminée. Je trouve que c'est ce qui est le plus dur à formaliser et à décider dans une organisation, dans une relation avec quelqu'un. Vous allez voir un client, quand est-ce que le projet, la feature, quand est-ce que ce qu'on s'était dit qu'on était fait, c'est terminé? Toujours un désalignement. Votre maison, quand est-ce que votre maison elle est livrée, que les travaux sont terminés? Ça veut dire quoi en fait? Donc l'approche classique, c'est justement comment les gens interprétaient ça, c'est cahier des charges. Donc j'ai un cahier des charges de 100 000 lignes où la taille entre l'évier et le miroir doit être de 15 cm. Ok. Et donc ce n'est que quand les 10 000 lignes sont cochées que je peux dire que c'est dingue. Si vous faites ça, déjà, donc si vous le faites de la méthode traditionnelle, vous passez 2 ans à écrire les 100 000 lignes. Et après, ça s'appelle le projet, ça s'appelle le port de Clichy, palais de justice. 2 ans de retard dans la livraison, avec j'ai un copain qui bosse dessus, qui me raconte ça. 2 ans de retard dans la livraison et du juridique avec courrier recommandé entre donc ministère de la Défense, ministère de la Justice et Bouygues le prestataire, le constructeur, pour savoir ok non, c'est ce qui était prévu, c'est pas ce qui était prévu, etc. Parce que il n'y a pas un alignement fort et il n'y a pas une méthode, je dirais, saine qui permet de définir ce qu'elle le donne, à part de dire il y a un contrat, j'ai passé 3 ans à l'écrire, et en fait, non, tu n'as pas respecté le contrat. Voilà. Donc le concept du done est important, et donc pour avoir ce que c'est qu'un done, découper les différentes étapes et être clair sur l'objectif final, ça permet de se rassurer là-dessus. Comment après on met en place et comment on arrive je dirais, à diffuser les méthodes agiles dans les équipes. On croit énormément à la force, ce qu'on appelle du rituel. Le rituel, c'est les choses qui est régulière. Ou du coup, c'est ce qui permet d'animer, de rythmer votre journée. C'est ce qui permet de dire, ok, lundi matin, je sais ce que je fais. Tous les matins, je sais ce que je fais. Je sais que le vendredi après-midi, je fais ça. Ce qui permet en fait d'avoir des habitudes. Et c'est les habitudes qui vont faire que les gens, après, vont être alignés et penser de la même manière que vous. Si les choses ne sont pas sur une logique vraiment de rituel, vous allez le faire une fois, vous allez le faire 2 fois, vous ne mettez pas de rythme, vous ne mettez pas d'animation, vous ne mettez pas d'objectif un peu moyen terme ou long terme, et derrière, d'une très belle initiative au début, ça va complètement retomber. Donc la force du rituel, c'est ça, c'est inculquer dans le mode de travail et l'organisation des gens des rythmes et des événements. Et les événements, après, c'est ce qui va permettre, encore une fois, d'aligner tout le monde pour dire, ok, vous savez très bien qu'une fois par mois, on a ce point mensuel pour partager l'information au sein des équipes. Donc les gens, vu qu'ils savent que c'est un rituel et que ça apparaît le 3e mardi de chaque mois, une semaine avant, ils le préparent, ils le communiquent. Par exemple, tous les lundis, je ne sais pas si c'est ici, non, c'est après, j'en parle. Tous les lundis, on fait une rétrospective. Voilà, tous les gens savent que le lundi, de 9 à 10h30, toutes les équipes sont en rétrospective. Voilà. Et comme ça, il n'y a pas besoin de mettre d'efforts a posteriori sur la communication. C'est que c'est devenu un rituel et les gens, c'est tous les matins, vous emmenez vos enfants à l'école, tous les soirs, vous les récupérez, le week-end, vous faites votre sport, etc. Voilà. Donc le rituel, il est là pour générer des habitudes. Comment on organise après les équipes? C'est sur le concept de sprint. Donc une fois qu'on a une notion de découpage, on a aussi du coup une notion de bande passante et une notion d'organisation. Donc dans le concept de sprint, ce qu'on va dire, c'est qu'on va essayer de se fixer équipe par équipe des objectifs à la semaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des tâches qui durent plus d'1 semaine. Et on en revient du coup à la notion de découpage, c'est que si en fait vous travaillez la semaine et que vous ne pouvez pas prendre des tâches de plus d'1 semaine, en fait vous n'arriverez jamais à faire des trucs long terme. Alors qu'en découpant, votre path to victory, vous pourrez dire ok, je sais du coup quelle bande passante je vais pouvoir allouer sur cet item-là. Je sais que les différents items, ces items-là, je les ai écrits et découpés pour qu'ils prennent entre 2 heures et une demi-journée, parce que c'est la bonne taille d'une tâche.
Une tâche, faut pas qu'elle prenne plus d'une demi-journée. Parce qu'encore une fois, il y a tellement d'interruptions, tellement de choses et tellement de contraintes extérieures que vous devez être en capacité d'avoir des moments préservés auxquels vous allez pouvoir dire que ça c'est fait, justement ça c'est done. Donc on fait une organisation à la semaine avec nous on est tout backé par Trello. Voilà, je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, ou peut-être d'autres outils payants ou gratuits. Nous, on a choisi Trello, c'est ce qui soutient tout, je dirais, toute l'organisation de la boîte. On doit avoir une centaine de boards Trello pour les différents sujets, avec système de colonnes qui est les mêmes partout. Tout ce qui est la colonne de gauche, les documents info, project management, documentation, enfin des cartes un peu méta. Et après, les choses comme le backlog, okay, qu'est-ce qu'on a dans le pipe, le ongoing, qu'est-ce qu'on est en train de faire, review, qu'est-ce qu'on attend un intervenant externe qui, lui, du coup, passe dans valider. Et le valider, c'est done. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, c'est pas le producteur qui va choisir de dire bah, mon truc c'est bon, il est fini. C'est qu'il dit moi, ce que j'ai produit, voilà, c'est une bouteille. Et c'est pas moi qui vais dire c'est bon, c'est la bouteille qui correspondait au cahier des charges, enfin aux attentes, plutôt que cahier des charges, aux attentes clients, ou qui répond aux besoins. C'est quelqu'un d'extérieur qui vient de la prendre, qui va dire ah bah ouais, bah, c'est bien une bouteille de 50 centilitres qui me permet de boire et de me désaltérer, donc je le passe en validé. Et après, il y a la colonne d'Icebox qui est là pour dire ok, cette carte-là, cet item-là, il est bloqué, il est en pause, on va pas le traiter. Finalement, on a rediscuté et c'est pas prio ou en fait les interrupteurs, je pensais qu'ils devaient être blancs. En fait, la couleur, je m'en fous. Donc fais ce qui t'arrange parce que si ça te permet d'avoir un peu plus de flexibilité, que c'est plus simple et que c'est moins cher et que c'est plus rapide, bah go. Voilà. Donc moi, dans la notion d'agilité, je mets aussi énormément pas le mot, j'ai pas le mot de concession, mais de concertation pour justement pas que ce soit rigide, pas que les choses soient préconçues et pensées à l'avance et qu'on s'arrête dessus, mais qu'on dise ok, la notion d'icebox, c'est l'échappatoire pour moi qui est hyper importante pour dire j'ai la capacité à un moment de dire ce truc-là, en fait tu sais quoi, je vais pas le faire, ou je pense que ça n'a pas de valeur de le faire. Parce qu'en permanence, ce qu'on fait du coup dans nos rituels et dans l'organisation de la semaine, c'est qu'on se re-challenge pour se dire est-ce que ce que j'ai prévu de faire cette semaine-là, c'est ce qui crée le plus de valeur à long terme pour la boîte. Et ça, c'est important de se le reposer à une fréquence assez courte, parce que si vous faites ce bilan, en fait, cette remise en question une fois tous les 6 mois, en fait, vous pouvez commencer à bosser quelque chose au début et se rendre compte à la fin, en fait, ce truc-là, c'est plus trop c'est plus trop le besoin client qui est exprimé, le client a changé, ou en interne, maintenant, on a changé de stratégie. Donc, pour moi, si vous ne rythmez pas sur une granularité assez fine, en fait, vous allez perdre énormément sur une capacité de réaction et de réadaptation. Et donc, ce qui est relié à l'organisation Trello, c'est que chaque tâche devient un ticket. Encore une fois, un ticket unitaire issu des découpages. C'est-à-dire qu'on passe du temps, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, sur une grosse tâche, à la découper en petits tickets. Alors, encore une fois, vous pouvez dire, ouais, mais attends, si tu introduis 20% supplémentaire de temps, ne serait-ce que pour organiser tes tâches et tes tickets, c'est du temps perdu. Moi, je pense que non, parce qu'en fait, c'est du temps bien investi et c'est tout le temps caché que vous avez derrière sur des allers-retours. En fait, tu m'avais demandé d'écrire cet article-là, mais tu voulais que j'en parle de quoi, à qui, comment, j'ai terminé, j'ai pas terminé, t'es content, t'es pas content. Okay. Là, on se pose, on se met d'accord sur les enjeux, qu'est-ce qui a de la valeur. On s'aligne, encore une fois, on écrit. Et c'est tout aussi l'intérêt d'avoir un outil visuel et partagé et disponible comme Trello, c'est que le contrat de confiance, il est écrit et n'importe qui jump à un moment donné sur un Trello de chacune de nos équipes ou sur un client ou sur n'importe quoi, il a une vision objective, claire, écrite de qu'est-ce qui est en train d'être fait, qu'est-ce qui est priorisé dans le backlog, qu'est-ce qui est validé, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux moi aller tester qui marche bien, qu'est-ce qui est en attente de review et qu'est-ce qu'on a décidé peut-être que ce n'était plus la bonne chose à faire. Et en ayant ce système en plus qui est uniformisé sur l'ensemble des départements des pôles de la boîte,
la personne du marketing peut se dire, tiens, en fait, j'avais discuté avec quelqu'un des sales, où est-ce qu'il en est, où est-ce que c'en est que c'est fini, est-ce que c'est priorisé, hop, design, pareil, tiens, j'avais fait une remontée design sur tel sujet, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que ça va sortir ou pas? Tout de suite, ça donne de la visibilité et de la transparence. Important dans l'organisation, donc j'ai parlé beaucoup de prévoir, mais en fait, il faut prévoir l'imprévisible. Et c'est justement dans cette capacité à prévoir l'imprévisible aussi qu'on arrive, pour moi je pense, à être beaucoup plus productif. Donc on a deux choses qu'on a mis en place. C'est d'un, le concept de fast lane. C'est-à-dire que, avant de parler de fast lane, il y a le concept de lane. J'aurais dû expliquer avant. Le concept de lane, c'est de dire, OK, comment je fais, et ça c'est un problème, je pense, de tout le monde, pour allouer... pour adresser tous les différents sujets que je dois adresser. Et chacun de nous, dans n'importe quel de nos métiers, on est tiraillé entre « ouais, est-ce que je dois faire ci ou je dois faire ça ? Ouais, mais attends, il faut que je fasse le marketing, mais j'ai aussi le packaging, mais j'ai aussi le produit. » Ok, donc on a le concept de lane qui est de dire « ok, dans moi, perso, dans le département ou dans l'équipe, j'ai différents swim lanes. » Une swim lane, c'est dire, typiquement dans l'équipe de développement, j'ai la résolution de bugs, j'ai l'amélioration de design, j'ai des nouvelles fonctionnalités et je peux même redécouper en fonction de l'organisation de chacun sur peut-être la sécurité, etc. Je crée des lanes, c'est-à-dire c'est des topics où je vais aussi définir des allocations pour redescendre dans l'opérationnel une stratégie. C'est-à-dire, voilà, je sais par exemple que mon soft il est très buggé. Donc je vais dire, OK, dans mes lanes, en fait, la lane bug, ça doit représenter au moins 30% du temps. C'est-à-dire que si je ne consacre pas 30% du temps à la résolution des bugs, je vais dans le mur. Nouvelle fonctionnalité, c'est moins forcément clé, donc hop, 10%. Mais je ne veux pas passer 6 mois sans faire de nouvelles fonctionnalités. Donc, encore une fois, j'identifie ce workstream, cette swim lane, et je dis, cette swim lane doit être présente, elle doit peser un poids, pas non nul, dans les tickets qui sont pris. Ce qui permet encore une fois d'avoir une vision stratégique de okay, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux organiser de manière macro la boîte, et après de la redécouper pour dire ok, finalement j'ai le droit, ou je dois, parce qu'il y a aussi une notion de droit et de devoir, je dois prendre un ticket d'une demi-journée au moins sur une nouvelle fonctionnalité. Ah, j'ai que des tickets de 3 jours. C'est pas bien. Donc okay, comment je redécoupe mon ticket de 3 jours pour avoir un avancement sur plusieurs semaines qui permettra d'avoir un done au bout d'un certain nombre de semaines sur cette fonctionnalité-là. Et du coup de servir mon objectif de je veux développer des fonctionnalités. Donc, et dans ces swim lanes, on rajoute la lane de fast lane, qui est dire ces choses que je n'avais pas prévues. Parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours, on vit dans le monde de la réalité, où en fait il y a toujours un moment quelqu'un qui veut essayer de vous taper sur l'épaule, il veut dire attends j'ai un truc un peu urgent, c'était pas prévu, ou oh là j'ai un énorme bug, c'est pas normal, il faut le résoudre tout de suite, ou j'ai une conférence, j'ai pas mon support de conférence, est-ce que tu peux me le produire? Voilà, fast lane. Comme ça, la personne dans l'équipe, ok, elle est organisée, mais elle s'est organisée pour aussi avoir un peu d'interruption. Et elle dit, ok, c'est pas de souci, je l'avais prévu, ça s'appelle ma fast lane, donc je te le prends en fast lane. Mais bien sûr, le principe, c'est de dire, ma fast lane, c'est pas toutes mes lanes. Parce que si vous faites ça, vous défoncez votre planning et finalement, vous avancez pas sur vos sujets de fond. Donc, ce qu'on a fait même pour étendre ce projet de fast lane, c'est ici, c'est pas pas trop dans l'ordre. Donc, on a créé le concept de garde-fou. Donc, nous, on s'appelle les tocards en interne. Et l'idée, c'est de dire que c'est la personne qui est là pour prendre toutes les interruptions. Parce qu'en fait, je pense que vous le savez, hein, ce qui tue, je pense, l'organisation et la productivité, c'est les interruptions. C'est, je viens de taper sur l'épaule, c'est tout est urgent, tout est pour demain, tout est à zap. Non. Nous, on a appelé ça Buzzy is the new stupid. Donc, c'est là-dessus sur lequel on se bat. Et donc, on a dit, mais on est quand même conscient qu'il y a quand même des besoins derrière. Et donc, on a créé le concept de garde-fou, qui est dire, c'est la personne qui va pouvoir prendre toutes les interruptions, les traiter, les prioriser, les déprioriser, apporter une réponse qui va permettre aux autres. Donc, par exemple, imaginons, on est 10 dans l'équipe de développement, il y a une personne qui est là pour protéger tout le reste de l'équipe de développement pour qu'elle puisse se focaliser sur les sujets moyen terme, long terme, et elle adresser les petits tickets. Donc, sur en fait, lui, le garde-fou, son quotidien, c'est que de la fast lane. C'est que de la fast lane.
Et ça, on le fait même je dirais, en interne. C'est pas actu vis-à-vis des demandes clients. Il gère aussi des demandes clients, ce garde-fou, mais il est là vraiment pour fluidifier, pour pas qu'il y ait de frustration, déjà, qu'il y ait une réactivité sans détruire la productivité au global. Autre rituel court terme qu'on a mis en place, dont je parlais tout à l'heure, c'est le principe de la rétrospective. Alors ça, moi j'adore. On met ça, nous, sur une valeur Getting Better Together, c'est-à-dire on est une organisation auto-apprenante. Et l'instrument pour être une organisation auto-apprenante, c'est le principe de la rétrospective. C'est-à-dire que tous les lundis matins, chaque équipe se pose, prend 1 heure pour écrire sur des tickets, donc la physique, des post-it, plus, moins, try, start. Try. Donc, moi, c'est quoi le truc où je drop? Enfin, moi, c'est drop. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je suis pas content? Qu'est-ce que je pense qui est vraiment pas une bonne décision? Que j'ai pas envie que ça se reproduise? Moins, plus. Qu'est-ce que je pense qui s'est bien passé, dont je suis content? Je veux qu'on continue dans cette voie-là. Je veux que ça soit vraiment quelque chose qui soit répliqué. Plus. Start. Qu'est-ce que je pense? J'ai vu ça. C'est ni point ni plus. J'aimerais qu'on commence, qu'on teste. Try. Donc chaque personne dans l'équipe crée ses tickets. Il y a quelqu'un qui organise cette rétrospective-là, qui collecte tous les tickets, qui dit voilà les plus, voilà les moins, voilà les try start. Ok, on va clusteriser parce que souvent les gens sont dans la même équipe, donc ils ont parfois les mêmes points moins, les moins points plus. Donc on clusterise les tickets pour dire là il y a un sujet sur la qualité du code. Je parle encore pour le dev. Voilà, il y a 3 tickets sur le bug. Donc ok, pourquoi on a ce sujet-là? Quel était le problème? Ok, donc on constate et après action. Quel point d'action on peut prendre? Ok, donc on discute entre nous tous ensemble. Comment je fais pour que ça, le ticket moins, il n'apparaisse pas dans 2 semaines ni dans 6 mois? Ok, donc on réfléchit à un plan d'action et après nous on log tous nos points d'action sur un outil de wiki en interne qui est Confluence, qui permet au début de chaque rétrospective, on reprend les plans d'action qu'on a dit depuis les rétrospectives passées. Ok, est-ce que Sophie, tu devais mettre en place tel truc à cause de tel problème qu'on a eu il y a 3 semaines, tu l'as fait ou pas? Oui, non, je ne l'ai pas fait, je le ferai la semaine prochaine. Ok, suivi des plans d'action et du coup création de nouveaux plans d'action. Pareil sur les plus, ça c'est bien, ok, vous êtes tout le monde au courant que ce truc-là ça a super bien marché, on a eu de tels clients qui étaient super contents parce qu'on a mis en place telle fonctionnalité ou on a fait telle chose, voilà, telle communication, super bien. Par exemple, voilà, je peux donner un exemple très concret, moi là j'interviens ici, je vais rentrer, je vais faire une rétrospective de l'event. Je vais dire moins, qu'est-ce qui était plus? Plus, il y avait des gens intéressants, bonne discussion. Moins, je sais pas, c'était loin. Est-ce qu'il faut le refaire? Et du coup, constat, est-ce qu'il faut le refaire, pas le refaire? Ce qui permet aux gens qui par exemple, travaillent au marketing chez nous de dire ok, cet événement-là, voilà pourquoi il est bien, voilà pourquoi il n'est pas bien, et du coup créer de la connaissance partagée. Mais ça, je reparlerai, j'anticipe sur la partie à la fin de mon intervention. Donc la rétrospective, vraiment pour moi, c'est clé pour se poser 1 heure, 1 heure et demie, savoir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on veut démarrer. Oui? Parle un peu plus fort peut-être, ou du micro. Allô? Tu parles de rétro, tu disais que tu les fais par équipe. Est-ce qu'il y a également un temps, cette fois-ci à l'échelle de l'entreprise, pour faire une rétro mais plus globale, une prise de conscience? Très bien, c'est très bonne question. En fait, on fait une rétro par semaine par équipe, et après on fait une rétro, je dirais tous les 2 mois, inter-équipe. Donc en gros, on a 2 gros pôles, 3 gros pôles, sales, client success et dev. Donc ils sont vraiment en interaction. Et donc on fait chaque semaine une équipe par pôle. Et après on fait tous les 2-3 mois une rétro client success dev, une rétro client success sales, une rétro sales dev. Et après sur toute la boîte, on fait pas des rétros sur toute la boîte, on fait plutôt des points news sur toute la boîte où les gens vont communiquer sur qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire après. Ils sont tous dans la même pièce et on communique. Est-ce que c'est tu as ça. un moyen particulier C'est structuré, ce que je montrerai après sur le principe Docker, et c'est la suite de la présentation. Donc le garde-fou, et dans le principe de réduire les interruptions, c'est comme là j'ai mis Slack, mais en fait c'est messagerie instantanée, c'est-à-dire et on tue l'email
pour pouvoir avoir une organisation, encore une fois, qui sait bosser en mode asynchrone et qui est pas, dont le réflexe, c'est pas d'aller taper sur l'épaule du voisin, se déplacer de sa chaise pour dire « Ah, au fait, t'as vu ça ?» Non, on a plutôt mis une culture de l'écrit et de l'asynchrone pour que les gens puissent avoir leur temps à eux et qu'ils ne soient pas dans l'obligation d'être happés, d'être sortis de leur zone. Parce qu'on a le concept dans le monde du développement de être dans la zone. Et dans la zone, c'est quand vous êtes hyper concentré, que vous entendez aucun bruit autour de vous et que vous vous sentez hyper productif. Donc l'objectif, c'est d'arriver dans la zone un maximum de temps. Et ce qui vous fait sortir de la zone, c'est les interruptions. Mais les chiffres, elles sont intéressantes. Hein. Vous interrompez en moyenne 60 fois par jour. Combien de temps il vous faut pour vraiment rebasculer dans une tâche 3 minutes? Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que sur ta journée de 8 à 9 heures, tu passes un quart de la journée finalement perturbée à cause des distractions. Oui. Oui, bien sûr. Oui, non, mais il y a tout type d'interruption, donc c'est exagéré hein, ce que je veux bien dire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je discute avec des gens des copains, hein, qui, je dirais, sont dans des organisations qui n'ont pas je dirais, le culte de l'organisation, de la productivité ou de bien travailler. Et qui disent, en fait, j'ai passé ma demi-journée, j'ai rien fait parce que en fait, je me suis fait PAP à droite, à gauche, les gens se déplacent, ils s'assoient à côté de moi, ils me tapent sur l'épaule, et en fait, ils n'arrivent pas à avancer. Donc voilà, donc on préconise vraiment, nous, un système de conversation écrit, asynchrone, non mail. Encore une fois, nous, en interne, je pense que de la boîte à 3 ans et demi, il doit y avoir moins de 20 mails qui ont été envoyés en 3 ans et demi à l'intérieur, quoi. Enfin, en mode communication, quoi. Même pas. Ça, j'en parlerai pas, je pense que c'est pas intéressant. Ok, donc ça, c'était plein de choses de court terme que je vous ai donné. Au niveau de la semaine, de l'organisation, jour par jour, semaine par semaine, comment j'arrive à m'organiser pour, encore une fois, un objectif, diminuer les interruptions. Avoir une bonne organisation sur les différentes tâches que j'ai à faire et un bon suivi aussi de leur niveau d'avancement. Ça, c'est court terme. La question après, c'est comment on donne une cohérence un peu moyen terme, du coup qui est l'inverse. Hein, donc je remonte d'un échelon, comment je suis arrivé là, comment j'ai choisi ce que j'allais faire au court terme, met en place une logique moyen terme. C'est-à-dire comment on drive les équipes. Ce que j'expliquais tout à l'heure, et ça c'est un graphique qui revient d'un article sur Spotify que j'adore, sur le concept d'autonomie alignée. C'est-à-dire que dans l'organisation, ce qu'il dit, c'est il y a 2 axes. C'est l'axe de est-ce que les gens sont autonomes, parce que du coup les gens ont la capacité de faire un peu d'être autonomes dans leur travail, et est-ce qu'ils sont alignés? Ça veut dire est-ce qu'ils ont des intérêts communs? Est-ce qu'ils vont dans la même direction? Et ça, c'est moi ce concept-là, je le trouve hyper fort. Enfin, c'est pour ça que je mets beaucoup de vocabulaire autour de ça. Parce que aligner les gens, ça veut dire qu'ils regardent dans la même direction. C'est-à-dire, par exemple, quand vous allez, je ne sais pas si vous travaillez dans des grosses boîtes d'organisation, typiquement, c'est quand les gens vont dire non mais eux c'est les guerres internes, la finance parle pas à la RH ou tel secteur parle pas à tel autre, c'est les gens qui sont pas alignés. Ou c'est le vendeur est pas aligné avec le développeur. Parce que le vendeur, son objectif, lui, c'est de vendre un max. Il s'en fout de finalement ce qui est produit. Et le développeur, il se prend tout dans la gueule. Il se dit putain, t'as vendu des trucs qu'on sait pas faire. C'est moi qui ai bossé le soir. Quoi. Non, donc ça, c'est contre l'alignement. Donc l'alignement, c'est de se dire que les gens regardent dans la même direction. Et donc il y a ces 4 cadrans pour dire est-ce que vous êtes forte autonomie, faible autonomie, faible alignement, haut alignement. Et donc nous, ce qu'on prône, c'est l'autonomie alignée. Et donc avec ces modes de management qui sont du coup plutôt parce qu'il y a de l'autonomie plutôt dans je dirais une certaine souplesse et plutôt une absence même de manager. Par contre, l'alignement se fait par l'édiction pas de règles mais d'objectifs un peu communs à atteindre pour que tout le monde se dise ah ouais en fait cet objectif commun pour y arriver il se cascade sur du développement, du sales, du marketing et du RH. Voilà. Donc on met le concept d'alignement au cœur
Et ça, on le drive par des OKR, donc des objectifs de boîte, que l'on décline après sous forme de Key Result. Donc, un OKR, c'est une méthode de management qui a été popularisée par Google, hein, qui permet au sein d'une équipe de savoir quels sont les objectifs globaux que je me fixe, donc nous qu'on fixe à l'échelle du trimestre. Ce qui permet donc du coup d'avoir des focus et pas de regarder dans tous les sens. Parce que ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait, mais surtout ce qu'on ne veut pas faire. Parce que, encore une fois, on est à n'importe quelle échelle, qu'on soit une équipe, une boîte, même une grosse boîte, on ne peut pas tout faire, on a des ressources limitées, il faut toujours qu'on réfléchisse toujours en bande passante limitée, en ressources limitées, en focus limité. Donc, faire ce travail de care, ça permet de forcer à se dire, OK, il y a 3 choses qui vont créer le plus de valeur, ce que je pense, qui vont permettre de plus progresser et de mieux atteindre mon objectif long terme, c'est ça, ça et ça. Ce qui permet, encore une fois, de focaliser, d'aligner les gens. Comment on est sûr que l'ensemble de l'entreprise ou de l'équipe est concerné et aligné vers un objectif global. Et aussi, du coup, performance-croissance, parce que ça permet de savoir si on y arrive. Ça permet de savoir si on y arrive. Pourquoi ? Parce qu'on dépile ça. On dépile ça sur une logique de key result. Donc c'est OKR, c'est objectif key result. Le key result est là pour mettre quelque chose de mesurable derrière un objectif. Je donne un exemple juste après. Faut pas le voir comme quelque chose sur lequel on doit se donner des coups de fouet si on n'y arrive pas, parce que dans le principe de la méthode, c'est de se dire faut que 70% de l'objectif doit être atteint, on sera content. Donc il faut qu'il soit ambitieux. Et pareil, en termes de méthodo, les gens de la méthodo prônent 3 gros objectifs et maximum 5 key results par objectif. Voilà. Et du coup, l'exemple, c'est nous, qu'on a mis ce qu'on s'était donné à un moment, équipe exemple équipe marketing, OKR numéro 1, je veux afficher une présence dans 3 pays étrangers. Voilà. Ça, c'est un bon objectif qui aligne le département marketing, qui aligne aussi avec les autres parties de la boîte, parce que l'OKR Sales, ils ont le même en fait. Mais ils n'ont pas écrit tout à fait pareil, parce que l'objectif de la boîte, c'est je veux vendre à l'étranger. Je veux avoir des clients à l'étranger. Et donc là, on va découler ça sur les différents départements. Comment ça impacte le dev ? Ah ouais, donc il faut que je puisse être utilisé par un non-français. Ah, donc j'ai des key results de 100% de mon site est traduit. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc là, afficher une présence à l'étranger. Key result 1, décliner toutes nos actions de communication, traduire nos sites web, traduire 4 articles par mois. Key result 2, 3 opérations internationales. Key result 3, obtenir 20 retombées presse à l'étranger. Voilà. Ça, c'est l'objectif trimestre. Je finis juste. Et après ça, du coup, on le déroule à la semaine. Pour dire, OK, dans ce sprint-là, j'ai mes 3 objectifs avec mes key results. Donc, au moment où je planifie ma semaine, non, j'ai mes lanes, parce que du coup, dans mes lanes, je structure mes lanes en cohérence avec ces objectifs. Et ben, je vais choisir les actions pour du coup savoir que je suis bien on track avec ce que j'avais prévu de faire dans mon plan moyen terme. Plus fort, oui. C'est ce que dit la méthode. La méthode, elle dit qu'il faut être ambitieux. En fait, c'est pas 70%, 70, on est content. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un premier truc atteint. Et donc après, quand on refait le OKR au trimestre suivant, on dit qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc là, on se dit, est-ce que du coup, l'objectif est toujours le même ? Est-ce qu'on se dit, en fait, l'étranger, on n'est pas prêt ? Voilà, on pensait, donc on a mis qu'un trimestre d'effort dessus, on n'a pas mis 1 an dessus. Donc c'est un mal pour un bien. Et du coup, après, on réadapte pour dire, OK, c'est quoi le nouvel objectif ? Est-ce que c'est le même ? Il y a des objectifs qu'on a gardés sur plusieurs trimestres. Est-ce que le key result, c'est le bon ? Parce qu'en fait, on se rend compte, ouais, en fait, ça, c'est pas vraiment mesurable. Ça, on n'a pas vraiment d'impact dessus. Parce qu'il faut des choses qu'on a des impacts. Donc, comment on arrive à avoir les bonnes métriques sur lesquelles on puisse avoir un vrai levier d'action, quoi. Et je termine, il me reste 5 minutes, parce que je n'ai pas laissé trop de questions. Long terme, est-ce que j'ai envie de vous poser un peu de questions, vous laisser poser des questions, parce qu'il restera 5 minutes. Ok, là, qu'est-ce qu'on dit ? C'est donc les équipes, pour nous, notre concept, c'est quand même de les rester athlétiques. Une équipe athlétique, c'est pas vouloir empiler le staffing, et pas vouloir dire dès que j'ai un problème, ma solution, c'est de recruter des gens.
Non, je pense pas. Moi, en tout cas, ma étude, j'ai un problème, c'est quel est le problème? Est-ce que je peux le régler par l'organisation? Parce que je suis convaincu que tout problème au moins au début doit se régler par mieux travailler, mieux être organisé. Pourquoi? Parce que dès que vous rajoutez des gens dans une équipe, bah, vous créez de la complexité. Vous créez de la complexité, vous créez une surcouche de communication. Encore une fois, quand vous devez réaligner les gens et leur dire où est-ce qu'on va, comment tu avances, etc., bah, plus vous rajoutez des gens dans un réseau, plus ça crée de relations. Donc la question, c'est en fait, comment après j'arrive à redécouper ça pour recréer des bonnes tailles d'équipe, bonnes tailles d'agilité. Moi, ce que je vois, c'est que typiquement, 5-6, c'est une bonne taille d'équipe. Au-dessus, je trouve que ça devient vraiment, il y a de l'overhead qui est non nécessaire. Et ce qui est important dans le long terme, qui est relié à ce que je disais tout à l'heure, c'est la capitalisation. Donc, write the fucking manual, bitch. Ça veut dire, il faut écrire, capitaliser et avoir une connaissance de l'entreprise qui est partagée. Si les choses ne sont pas écrites, quelqu'un il vient, il part, en fait, l'organisation, elle ne l'apprend pas. Le concept, il est de dire, ok, comme je veux être meilleur, comme je veux aller plus loin, comme je veux que les choses avoir un niveau d'onboarding qui est simple, bah, les développeurs, c'est la documentation. C'est ça, c'est de là où on est parti. C'est-à-dire que un bon développeur, c'est quelqu'un qui, notamment, produit une bonne documentation sur son code qui permet à un autre développeur de comprendre ce qui est fait. Bah, on dit pareil pour le marketing, on dit pareil pour les sales. Donc là, ce que je disais, c'est moi, je vais rentrer, je vais dire, bah, je vais transmettre a priori mon savoir sur les méthodologies, enfin sur la conférence, sur l'event. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pour que quelqu'un, même s'il rejoint la société dans 6 mois, il puisse savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Et il a accès à la connaissance. Voilà, et donc pour terminer, ce que j'ai déjà dit, c'est les méthodes sont vraiment appliquées sur les différentes équipes. Voilà, je m'arrête là, il me reste 3 minutes si je veux tenir le planning sur les questions-réponses.